Il y a maintenant plus de 20 ans, Russell Ross publiait dans le New England Journal of Medicine une revue mémorable dans laquelle il affirmait que l'athérosclérose est une maladie inflammatoire chronique. Il s'appuyait pour affirmer cela sur des données anatomopathologiques et expérimentales. En fait, ce que l'on sait, c'est que le cholestérol LDL s'accumule dans les parois, comme on le voit ici sur la première ligne, c'est une artère coronaire humaine. Dans un premier temps, il y a accumulation de lipides et vous voyez à droite, il n'y a pas de macrophages. Quand on avance vers le bas, vous voyez que plus la maladie se développe et plus les macrophages, sur la colonne de droite, apparaissent. Donc il est clair, en fait, avec toutes les données que l'on a maintenant, que l'on peut affirmer que le LDL oxydé, les LDL commencent par pénétrer dans l'intima. Il y a une phase d'oxydation qui est essentielle. Les LDL oxydés se comportent comme des médiateurs inflammatoires qui vont activer l'endothélium. Et ensuite, les globules blancs que l'on voit ici collent à l'endothélium, qui est en noir. Ils finissent par pénétrer à travers les jonctions endothéliales. Et on voit ici, sur la partie basse, la formation déjà de stries lipidiques avec cette formation de cellules spumeuses. À partir de là, il y a une réaction inflammatoire qui va apparaître dans la paroi, qui fait intervenir les cellules vasculaires, musculaires lisses, endothéliales et les cellules de l'immunité, avec production d'un grand nombre de cytokines inflammatoires. Et en fait, les données chez l'homme que l'on a pour faire une association entre l'inflammation et la maladie coronaire, dans un premier temps, ici, vous voyez, dans une méta-analyse, on a montré que l'interleukine 8, l'interleukine 18, le TNF étaient fortement associés à l'infarctus du myocarde ou à la maladie, à la mort par maladie cardiovasculaire. Une autre notion importante qui confirme chez l'homme l'association entre inflammation et maladie coronaire, c'est, vous voyez ici, lorsque l'on couple le LDL en abscisse et en ordonnée un marqueur inflammatoire, l'IL6 à gauche ou la CRP à droite, vous voyez que quand on combine des forts taux de cholestérol et des hauts niveaux d'inflammation, on passe d'un risque de 1 à plus de 10. Ce qu'il faut également savoir, c'est que si l'athérosclérose est en soi une maladie inflammatoire, elle est exagérée par des comorbidités inflammatoires, ce qui appuie le rôle de l'inflammation, encore une fois, chez l'homme. À nouveau, il y a 20 ans, on a montré que les patients avec lupus ou polyarthrite rhumatoïde présentaient entre 4 et 10 fois plus d'athérose dans leur carotide. Si l'on en vient maintenant au mécanisme, ce que l'on peut dire, c'est que l'inflammation résulte en fait d'une part de l'immunité innée qui fait intervenir essentiellement les macrophages, les monocytes qui pénètrent à travers l'endothélium, qui se différencient en macrophages, et ces macrophages internalisent les LDL oxydés pour former les cellules spumeuses. Un médiateur particulièrement important dans la réaction immunitaire innée, c'est l'interleukine 1 bêta qui est produit par les macrophages en réponse à la liaison des LDL oxydés aux récepteurs scavenger et au TLR. Et en fait, la preuve que l'on a eue tout récemment du rôle de l'inflammation chez l'homme, ce sont évidemment l'étude que vous connaissez tous, l'étude Cantos de Ritker, qui en fait a étudié le rôle du canakinumab, 3 doses contre le placebo, et qui a montré que si le canakinumab, cet anticorps anti-IL-1 bêta, diminue, comme on le voit sur le panel du haut, très fortement la CRP, alors qu'il n'a aucun effet sur les profils lipidiques, les panels du bas. Et en fait, le canakinumab pouvait diminuer d'environ 15% le risque d'événements coronariens chez ces patients qui présentaient un niveau à l'inclusion d'inflammation relativement haut, une CRP supérieure à 2. Ce qui est très important, c'est que, comme on le voit ici, lorsqu'on analyse une sous-analyse, montre que ce ne sont que les patients qui avaient réussi sous traitement à diminuer leur CRP en dessous de 2 qui voyaient un bénéfice du traitement par canakinumab, alors que les autres n'avaient aucun effet. Exactement la même chose si maintenant on a fait une sous-analyse en fonction du niveau d'IL6. Encore une fois, vous voyez la courbe, la ligne rouge, ce sont les patients qui ont diminué leur IL6 en dessous de la médiane. Ce sont eux qui bénéficient du traitement, alors que ceux qui restaient avec une IL6 au-dessus de la médiane étaient exactement comme le placebo. Ce sont les droites du haut. D'autres études également récemment, vous avez dû entendre parler de l'étude Colcott, donc qui a montré chez des patients après infarctus un bénéfice des petites doses de colchicine qui sont données comme traitement anti-inflammatoire dans les maladies auto-inflammatoires. Et puis encore plus récemment, l'étude LODOCO2 qui montre que chez des patients avec maladie coronarienne stable, les petites doses de colchicine sont efficaces.
Une étude négative qu'il est important de mentionner, c'est l'étude de Ritker avec des petites doses de méthotrexate qui est utilisée dans la polyarthrite rhumatoïde. Cette étude a été négative et comme on le voit sur la partie droite, les petites doses de méthotrexate n'avaient aucun effet sur les lipides, mais ils n'avaient également aucun effet à droite en bas, aucun effet sur les marqueurs inflammatoires CRP, IL6 ou IL1. Ce qui veut donc dire que c'est une très bonne étude négative qui confirme la preuve de concept que l'inflammation est très importante dans la maladie athéromatoseuse. Un autre bras, une autre partie de l'immunité qui est extrêmement importante pour contrôler l'inflammation, c'est l'immunité adaptative qui implique les lymphocytes T, dont on a montré qu'ils jouaient un rôle dans les modèles expérimentaux extrêmement important. En fait, les données montrent que c'est essentiellement les CD4 de type TH1 qui produisent de l'interféron gamma qui sont pro-athérogéniques, et une donnée toute récente chez l'homme qui confirme le rôle de l'immunité dans l'athérosclérose, c'est cette étude qui montre que chez des patients cancéreux traités par des inhibiteurs de immune checkpoint qui permettent d'activer en fait les lymphocytes T, vous voyez les barres en rouge, que chez ces patients, entre avant et après traitement, le risque de déclencher une maladie, un événement cardiovasculaire est multiplié par 4. Par ailleurs, parmi les lymphocytes T, donc j'ai dit les TH1 sont pro-athérogéniques, mais heureusement, nous avons une autre population, les T régulateurs, qui produisent du TGF-bêta et de l'IL-10, qui jouent un rôle extrêmement important pour contrôler l'auto-immunité. Eux sont anti-athérogéniques. Et c'est très important parce qu'on peut manipuler, on peut expandre le taux de Treg chez l'homme en utilisant, comme vous le voyez sur ces panels, avec des petites doses d'interleukine 2, on peut augmenter le taux de T régulateurs sans avoir d'effet sur les T effecteurs. Ça a été utilisé dans des maladies auto-immunes, la vascularite induite par l'hépatite C, et vous voyez ici sur le panel de gauche que des petites doses répétées d'interleukine 2 augmentaient significativement les taux de T régulateurs. Et en fait, chez l'animal, ici, vous voyez en haut à droite, l'interleukine 2 est très efficace pour diminuer l'athérosclérose. Chez l'homme, Ziad Mala à Cambridge est en train de lancer une étude de phase 1 que je vais vous présenter qui montre que des petites doses d'IL2 données tous les jours pendant 5 jours est capable, chez des patients avec infarctus du myocarde, syndrome coronarien aigu, mais également maladie coronaire stable, d'augmenter les T-règles d'un facteur 2. Il faut maintenant évidemment passer à la phase 2, puis la phase 3. Voilà, je vous remercie de votre attention. So good morning, everyone. My name is Antoine Rimbert, coming from l'Institut du Thorax. Thank you for the opportunity to present today and for the invitation to talk about lipids and atherosclerosis. So I have nothing to disclose. So first of all, atherosclerosis is initiated by the penetrance of LDL particles into the arterial wall. And the inflammatory process that goes on afterwards leads to the increase of the LDL cholesterol, the atherosclerotic plaque into the arterial wall, and this disruption of atherosclerotic plaque into the circulation can lead to infarction and also can affect many different arteries. Either coronary, cerebral, or peripheral arteries. And these endpoints, called atherosclerotic cardiovascular diseases, is the #1 cause of mortality worldwide. But what I'd like to emphasize here is that atherosclerosis is a lipid-driven inflammatory process which all starts with LDL particles or lipids. As you all know, we have in the circulation triglycerides and cholesterol, which are hydrophobic entities that have to be transported in the bloodstream as lipoproteins, namely HDL, LDL, can be secreted as chylomicrons coming from dietary intake and secreted by the intestine into circulation, or secreted by the liver as VLDL. And both chylomicrons and VLDL are getting hydrolyzed by the lipoprotein lipase into triglycerides-rich lipoproteins, also called remnants. And we also have in the bloodstream the presence of LDL-like particles surrounded by these apolipoprotein A, and this complex is called lipoprotein little a. All these non-HDL particles
are atherogenic particles, also called non-HDL cholesterol or ApoB containing lipoproteins. For a matter of time today, I'm going to focus specifically on LDL, which consists in around 80% of cholesterol in the bloodstream and also 90% of non-HDL particles. So we have plenty of evidences that show that LDL cholesterol is a central but also mainly a causal risk factor for ASCVD. It's been shown in prospective cohorts that the lower your LDL cholesterol is, the more important your the reduction of heart disease risk is. It's been shown in prospective cohorts, but also in clinical trials, in statins, ezetimibe, or PCSK9 inhibitors, for instance, in primary and also in secondary prevention, and also in Mendelian randomization studies showing that genetic predisposition to have low LDL cholesterol also predisposed to have low ASCVD risk. So LDL cholesterol is obviously clearly a causal risk factor. It's been shown also in familial cases and animal models that I'm not talking about today. So no matter how you decrease your LDL cholesterol levels by reducing the absorption by the intestine, or decreasing the cholesterol synthesis by statins, decreasing your catabolism via PCSK9 inhibitors, for instance, or decreases the VLDL production in the plasma, you always uniformly decrease risk for ASCVD. On the other side, some drugs have some side effects with either the development of type 2 diabetes or liver steatosis. And importantly enough, also PCSK9 inhibitors and statins are dependent of the LDL receptor pathway. And in case of patients deficient for this LDL receptor, we cannot treat these people properly. So more recently, a new class of drugs have been developed, namely angiopoietin-like 3 inhibitors using antibodies. And as you can see on this very interesting piece of work published this year in the New England Journal of Medicine, the evinacumab, which is an antibody inhibiting ANGPTL3, importantly decreases your LDL cholesterol plasma levels in patients deficient for LDL receptor. We also published last year an interesting piece of work showing that the GPR146 inhibition in mice deficient for the LDL receptor, also present an important decrease in LDL cholesterol, but also, more importantly, an important decrease in atherosclerosis in arteries. So in conclusion, atherosclerosis is a lipid-driven process again. We have an important therapeutic arsenal to lower LDL cholesterol and cardiovascular disease, but still have some unmet needs for people with important residual cardiovascular risk, for who we have to lower down more and more LDL cholesterol, and also new approaches that I did not talk about today, beyond LDL, to further reduce the cardiovascular risk by targeting triglyceride-rich lipoproteins and Lp(a) using new classes of drugs using antisense oligonucleotides or antibodies. Thank you for your attention, and I'm glad to take any question. Je vais évoquer avec vous la contribution de l'imagerie. L'imagerie, que ce soit le scanner ou la résonance magnétique, peut se positionner pour une meilleure compréhension de l'évaluation de l'athérome. Et de nombreux travaux ont été effectués pour justement faciliter cette compréhension. Aujourd'hui, le scanner essentiellement va être largement utilisé pour détecter, essayer de prévenir le risque. Et on va s'apercevoir qu'il ne s'agit pas uniquement d'estimation du risque local d'une plaque, mais que dans l'estimation de la diffusion des plaques, le scanner peut jouer un rôle important. Et enfin, bien entendu, ces deux techniques se positionnent pour estimer les conséquences de l'athérome par justement la détection de l'ischémie. Le scanner peut aujourd'hui très bien détecter des plaques calcifiées.
les calcifications surviennent assez rapidement dans l'évolution d'une plaque d'athérome. Au tout début, ces plaques sont tout à fait punctiformes, puis elles vont converger les unes avec les autres pour devenir plus laminaires et enfin nodulaires à un stade tardif de leur évolution. Et la détection du calcium en scanner, avec ce qu'on appelle le score d'Agatston, va survenir sur des plaques relativement évoluées, sur des sujets après l'âge de 45 ans. Donc, ça ne servira à rien d'essayer de détecter du calcium par le scanner avant l'âge de 45 ans. Par contre, il existe une relation très étroite entre la diffusion de l'athérome sur les différentes plaques de l'arborescence coronaire et la diffusion du calcium observée sur le scanner. John Hamburger a montré en 1992, que justement pour un volume de calcium, il existait 10 volumes de plaques d'athérome que l'on ne détectait pas sur le scanner parce que cela existait sous la forme de cœurs lipidiques ou de chape collagène. Ce score calcique peut être effectué en routine sur la plupart des systèmes de scanner en France. Il faut simplement en avoir un petit peu d'expertise. Un logiciel fait une semi-quantification automatisée des plaques, prend en compte l'ensemble des plaques qui ont une unité Hounsfield supérieure à 130 et il va sommer l'ensemble des pixels pour faire un score. Et en pratique, on fait à peu près 4 ou 5 classes. Soit il n'existe pas de calcium, soit le score est entre 0 et 10, entre 11 et 100, ou supérieur à 100. Et on va répartir ce supérieur à 100, ce haut risque cardiovasculaire, sous 3 différentes classes. Et vous voyez ici très bien sur cette étude, ce qu'on appelle la Dallas Study, que dans une population diabétique ou non diabétique, vous avez une augmentation du risque à mesure de l'augmentation du calcium et la différence est franche entre les différentes classes. Ce qui est très intéressant dans le score calcique, c'est que quel que soit le niveau de risque de départ qui repose sur le score de Framingham ou sur l'indice score européen, vous voyez ici que si vous avez un score inférieur à 80, un score d'Agatston inférieur à 80, quel que soit votre score de risque initial, vous risquez dans le bas risque, c'est-à-dire avec une chance de survenue d'un événement inférieure à 2% par an. À l'inverse, quel que soit le score de départ, si votre score de calcique est supérieur à 80, à ce moment-là, vous passez directement dans le haut risque. Donc, cette reclassification est souvent observée dans plus de 30% des sujets qui passent vers le risque intermédiaire, vers le haut risque, et à l'inverse, des sujets à haut risque qui passent sur des risques beaucoup plus faibles. Il existe aussi une bonne relation entre le degré d'ischémie et le degré de calcification coronaire. Vous avez ici un travail qui illustre que, en présence d'une scintigraphie positive, le risque continue d'augmenter si le score calcique augmente. Mais à l'inverse, si la scintigraphie est négative, la présence d'un niveau de calcium élevé fait augmenter le risque. Et quand on fait une étude comparative minutieuse entre ischémie et calcification coronaire, on s'aperçoit que dès que le score de calcification est supérieur à 100, le niveau de risque au départ par rapport aux sujets qui n'ont pas de calcium est d'un même ordre de grandeur qu'une scintigraphie largement positive. Pour aller au-delà du calcium, on peut aussi injecter les patients avec du produit de contraste iodé pour opacifier les artères coronaires. Et autant la coronographie est bien entendu la technique de référence pour détecter les sténoses, autant la coronographie n'est pas l'examen de référence pour détecter les plaques qui seraient non obstructives. Et vous avez ici l'exemple d'une coronographie qui est subnormale, alors que sur le scanner, avec injection, vous voyez qu'on observe déjà des plaques calcifiées et non calcifiées, responsables d'un infarctus du myocarde observé sur l'IRM sous la forme d'un croissant de lune sur le rehaussement tardif. Donc, ces lésions non obstructives sont très importantes à détecter et dans l'étude Scott, publiée récemment dans le New England, il a été montré que justement, quand on effectue une détection de la maladie coronaire chez les patients présentant des douleurs thoraciques avec un scanner versus avec une technique conventionnelle comprenant une épreuve d'effort, éventuellement complétée d'une scintigraphie, on s'aperçoit que dans le groupe suivi détecté par un scanner, on diminue la mortalité parce que justement, il existait une prise en charge en présence de lésions non obstructives par les statines. Et à ce moment-là, la mortalité
était significativement plus faible. D'où les recommandations actuelles de mettre le scanner dans les premières lignes dans la détection de la maladie coronaire. Alors, comment les choses vont évoluer? Probablement avec l'estimation d'une analyse plus fonctionnelle, et ça, c'est peut-être fait par le scanner ou par la résonance magnétique. En scanner, on peut faire des techniques de stress sous adénosine, où on peut évaluer la FFR moyennant l'application de modélisation de mécanique de fluide. Donc, tout ceci reste quand même l'objet d'évaluation. En IRM, j'aimerais insister sur la possibilité de détecter des infarctus du myocarde grâce à l'étude du rehaussement tardif. On s'aperçoit que, alors que de nombreuses scintigraphies restent négatives, une fois sur deux, l'IRM peut être déjà positive dans les populations présentant des symptômes. Et pour un électrocardiogramme positif présentant un infarctus du myocarde, on peut observer entre 2 et 3 IRM positives présentant des infarctus du myocarde. C'est dire la sensibilité, l'excellente sensibilité de cette technique qui peut complètement changer le pronostic. Donc j'aimerais conclure pour vous dire que aussi bien le scanner que la résonance magnétique sont très utiles pour justement faciliter la compréhension du développement de l'athérome dans toutes ces dernières années, qu'en pratique quotidienne, le scanner est très intéressant pour estimer le score calcique et pour estimer le niveau de risque, qu'on peut aussi évaluer la diffusion des plaques, non seulement sténosantes, mais aussi non sténosantes, qu'il faut prendre en compte dans la stratégie de prévention, et que dans un avenir proche, ces deux techniques vont aussi être très intéressantes pour évaluer l'ischémie ou pour affiner le risque de survenue de mort subite, et je pense particulièrement à l'IRM, qui est capable de détecter des infarctus complètement méconnus. Je vous remercie pour votre attention. Mesdames, Messieurs, chers collègues, merci aux organisateurs de me donner l'opportunité de pouvoir discuter avec vous de l'athérosclérose et principalement du domaine fondamental de l'instabilité. To be or not to be, c'est effectivement la question que nous allons essayer de voir ensemble sur ces quelques minutes. Alors, est-ce qu'après un syndrome coronaire aigu, notamment, il existe une instabilité? Eh bien, la réponse est définitivement oui. Vous vous souvenez de l'étude Improve-It avec un long follow-up, ici 6 ans, et vous voyez que sur les 6 ans de suivi, plus d'un patient sur 2 aura un deuxième événement cardiovasculaire, et vous voyez qu'un nombre significatif de patients pourront avoir 2, 3, 4, voire 5 événements complémentaires. Donc, effectivement, une instabilité, c'est une part importante dans notre vie clinique, et c'est un élément qui a été synthétisé sur ce papier un peu de référence du New England il y a une grosse dizaine d'années, corrélant l'évolution des plaques d'athérosclérose qui évoluent de façon progressive avec un remodelage positif jusqu'à créer une sténose. Et l'instabilité arrive avec la rupture ou l'érosion de plaques qui va provoquer de façon brutale une situation d'angor instable, d'infarctus du myocarde, voire de mort subite. Et on entre à ce moment-là dans le domaine de l'instabilité. Donc ça, c'est le schéma classique qu'on a appris, qu'on vit au quotidien. Et si on va un petit peu plus loin dans la physiopathologie de la plaque d'athérosclérose, voilà sur ces données récentes, l'évolution d'une artère normale vers une infiltration athéromateuse en B, une plaque avec remodelage positif et petite ulcération qui va provoquer une hémorragie intraplaque. Et à partir de cet élément-là, on peut avoir plusieurs modes évolutifs. Et ça, ce sont des données plus récentes. Le premier est la cicatrisation de cette rupture de plaque qui va nous amener vers une progression de la sténose. Et on a les modes que l'on a déjà vus avec donc une évolution thrombotique intra-artérielle et donc les syndromes coronaires aigus qu'on connaît et qui provoquent les instabilités dont on parle aujourd'hui. Donc,
à partir d'une rupture ou d'une érosion de plaque, à partir d'une déstabilisation de plaque, deux modes évolutifs, un mode de cicatrisation qui est important de garder à l'esprit et un mode d'instabilité dès lors que la thrombose apparaît. Ce sont des données qui sont basées sur les travaux histopathologiques, notamment de l'équipe de Virmani. Et vous voyez sur cette très belle coupe de sténose très sévère, en fait, une succession de ruptures, cicatrisations avant l'événement final qui va être, lui, instable et thrombotique. Et on a bien vu, et ça a été démontré à plusieurs reprises sur des travaux histologiques, que les sténoses sont d'autant plus serrées qu'on observe un nombre plus important de ruptures, cicatrisations comme phénomène précessif. On peut le retrouver in vivo chez l'homme, et vous avez un exemple d'imagerie d'échographie endocoronaire. Et si on analyse plus précisément cette plaque, vous retrouvez bien sûr la lumière, le cathéter et l'adventice. Et vous voyez délinéés en rouge les ruptures cicatrisées. Donc, on est capable chez l'homme in vivo de retrouver ce que l'histopathologie nous avait appris il y a quelques années. Donc, maintenant on est obligé d'intégrer des déstabilisations itératives dans la longue course du syndrome coronaire chronique. Et l'évolution clinique se fait vers une progression lente des sténoses et l'angor stable, mais plus souvent sur une course d'angor stable, donc de syndrome coronaire chronique, des poussées inflammatoires, des poussées évolutives qui peuvent être uniques ou multiples, qui correspondent au syndrome coronaire aigu. Donc, c'est la synthèse un petit peu actuelle de notre connaissance de l'histoire naturelle de la coronaropathie. Et c'est comme ça qu'on l'intègre actuellement. Néanmoins, à partir d'une plaque instable ou une plaque vulnérable, et le prototype est la fameuse Synfac fibroathéroma, celle-ci ne va pas évoluer forcément vers un mode instable. Et sur des suivis échographiques réguliers, vous voyez qu'une capsule fine peut s'épaissir, qu'une capsule fine peut rester fine ou peut se fibroser. Donc, le prototype d'une plaque vulnérable n'est pas forcément systématiquement obligé d'aller vers une déstabilisation. Alors, on a une autre façon d'avancer dans la compréhension, c'est de reprendre l'étude d'ischémia. Et l'étude d'ischémia, bien sûr, donc des patients avec un syndrome coronarien chronique, suivi avec une stratégie médicale ou une stratégie de coronarographie précoce. Vous voyez qu'il n'y a pas de bénéfice global à proposer d'une stratégie invasive systématique. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au fil du temps, néanmoins, après une petite perte de bénéfices liée à l'acte invasif, à partir de 2 ans, on a un croisement des courbes et la stratégie invasive a un certain bénéfice. Si on se concentre au-delà du critère combiné simplement sur les infarctus du myocarde, on retrouve exactement la même stratégie. Une perte de chance ou une perte de bénéfice d'une procédure invasive initiale, alors qu'on a un bénéfice à partir de 2 ans ou 2 ans et demi pour un gain global sur les 50 suivis qui n'est pas significatif. Donc la coronarographie en elle-même n'est pas forcément toujours nécessaire. Mais si on se repère cette fois-ci sur l'étude FAME2, donc des patients avec une sténose qui provoque de l'ischémie myocardique, puisque la FFR était basse, en dessous de 0,8, vous voyez que sur le long terme, une revascularisation en cas de FFR en dessous de 0,8 diminue le risque d'infarctus spontané et c'est significatif. Donc, sténose peut être liée à une évolution instable et ce n'est pas une opposition de phénomènes par rapport à l'ensemble des plaques que l'on peut observer chez l'homme, puisque la majorité vont être des plaques non significatives, mais le risque de chaque plaque va être plus important de façon individuelle en cas de sténose serrée.
Et néanmoins, la majorité des plaques qui seront vulnérables n'ont pas de sténose significative. Donc, une autre façon d'avancer, c'est une évolution sériée. Et vous voyez sur une évolution sériée que les lésions le plus à risque d'événement vont être celles qui vont avoir une progression au fil du temps. Et ça, c'est l'autre élément qui est important de retenir, ce qui me permet de conclure en disant que d'un point de vue histopathologique, l'instabilité est un phénomène intrinsèque lié à l'athérosclérose, mais d'un point de vue clinique, on a, même avec les techniques d'imagerie les plus puissantes actuelles, IVUS ou OCT, on a une confirmation que l'instabilité est une part de la coronaropathie chez l'homme, mais qu'elle reste imprévisible, qu'une image unique, une procédure unique est incapable d'avoir une valeur pronostique à ce niveau-là et que de données d'évaluation sériée sont nécessaires et que, que l'ischémie myocardique peut prédire une part de l'instabilité pour les lésions les plus significatives. Donc, on a deux éléments à retenir, le côté d'évaluation sériée et le côté ischémie myocardique. Je vous remercie.